Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Vincent Defrane. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Vincent, tu es donc directeur de la fondation Somfy et donc de la plateforme Les Petites Pierres. Mais tu es également donc champion olympique et triple médaillé, du coup, au total 3 médailles olympiques en biathlon. En biathlon, ouais. Sport d'hiver, discipline olympique qui mélange le ski de fond et le tir à la carabine. D'accord. Voilà, pour intro, est-ce que je peux te demander de te présenter alors, dans les grandes lignes? Alors donc, je m'appelle Vincent Defrane et j'ai 41 ans, je suis papa de 3 garçons, je suis marié et en effet, depuis professionnellement, depuis 8 ans, 7 ans maintenant, eh bien, je dirige la fondation d'entreprise Somfy. Depuis quelques années, on a lancé cette démarche Les Petites Pierres. Et avant ça, j'ai eu un passé de sportif de haut niveau parce que j'ai découvert, grâce à ma famille, grâce à l'univers de ma ville natale, j'ai découvert le ski de fond, puis le biathlon, et j'en ai fait ma passion, mon métier. Et voilà, et pendant quelques années, dans ma reconversion, j'ai allié des choses en lien avec le sport et en lien avec la solidarité avec la fondation Somfy. Cool, je voudrais te dire que je suis en tout cas hyper heureux. Ça fait quelques mois qu'on se parle, qu'on échange, parce que tu avais en l'occurrence retweeté ou tweeté quelque chose à propos de ce podcast, et je me suis dit waouh, je suis tweeté par un champion olympique, c'est cool. et voilà. Et je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai déjà échangé avec un champion olympique en vrai? Je suis même pas sûr, tu vois, en soi, et c'est assez marrant parce que c'est quand même un rêve de gosse, un truc, je me rends pas compte à quel point ça te définit dans la vie, à quel point quand t'as vécu ça, toi, depuis ça fait la dernière médaille, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que j'ai gagné en 2006. Ouais. Et à quel point ça te... Quand je te demande de te présenter, je me dis, est-ce que quand tu parles à quelqu'un aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient assez vite ou finalement aujourd'hui t'es complètement passé à autre chose? Non, ça vient pas assez vite de mon fait. Ouais. Déjà, instinctivement, je vais pas sur le titre de champion olympique de manière instinctive, et même intellectuellement, je veux pas le faire parce que je veux surtout pas justement donner ça en première image, parce qu'après ça gomme presque tout le reste. C'est tellement incroyable comme identité, ce truc de champion olympique, ce titre, que je le constate. Alors c'est fantastique, hein, bien sûr, mais je constate que ça mange presque tout le reste, et qu'une fois que les gens pensent au titre de champion olympique, eh bien ça prend vraiment le pas sur trop de choses, parce que j'ai pas envie je ne suis pas que ça, je veux pas me limiter à ça. Donc ça vient pas naturellement, et même j'essaie d'aller contre ça. Ah, c'est fou, il y a une sorte de, pas de complexe, mais ça prend trop de place presque dans ta vie. Ouais, alors oui, ça prend énormément de place, c'est même assez incroyable. On peut pas se douter de ce que ça représente, même quand on le prépare, quand on l'espère. En fait, ça nous tombe dessus quand même quand c'est fait, et on découvre tout ce que ça implique. Et ça implique des choses assez incroyables, hein. Il y a des gens très âgés qui vous regardent avec des yeux assez intimidant, voilà. Il y a des enfants, bien sûr, qui sont très très impressionnés, et voilà. Et en tout cas, bien sûr, c'est fantastique, et moi j'ai eu une chance incroyable. J'ai une chance incroyable d'arriver à faire ça, mais la vie continue, et quand on est champion olympique, moi j'ai gagné, j'avais 31 ans. La vie est encore longue, ouais. Donc il y a encore plein de choses à aller faire, et j'ai pas trop envie de me limiter à ça. C'est très spécial comme discussion. En effet, j'avais jamais vraiment vu ce côté-là de la barrière. Ouais. Et du coup, on va revenir sur tout ça. Raconte-moi un peu donc j'ai lu que tu as commencé le ski très très jeune. Évidemment, quand même, je suis désolé, hein, mais
malgré tout ce que tu viens de dire, on va devoir quand même passer un bout de temps sur ce titre et Ah, tout mais ça, parce que c'est aussi les aucun problème, et même ça fait partie de ma vie, c'est fantastique et j'adore ça. J'ai du mal juste à me limiter à ça. Ouais, je comprends. Mais on va pas se limiter à ça, c'est pas l'objectif. Ce que j'aimerais, c'est bien comprendre d'où vient la flamme, parce que j'imagine que les efforts pour arriver là sont immenses. Comment tout ça est parti. Et puis, en fait, ce qui m'intéresse aussi, comme je l'ai fait récemment avec Laurence Fischer, qui est triple championne du monde de karaté, c'est comprendre aussi ce que j'aime chez les entrepreneurs et chez les gens qui se sont lancés donc très largement. C'est donc chez les sportifs et donc aussi chez les artistes, c'est cette aptitude au renouvellement. C'est aussi pour ça que je mets un peu toutes ces typologies de personnes dans le même bateau, dans le même paquet. C'est un peu ce côté je crois en moi suffisamment pour me lancer dans quelque chose, et puis souvent cette chose arrive à une fin et je dois me relancer dans autre chose, et il y a une forme de force intérieure qui doit être immense, et à tous les niveaux, que tu sois d'ailleurs champion olympique ou pas. Il y a des gens qui ont échoué peut-être au pied du podium, qui n'ont pas réussi à se qualifier pour des choses qu'on fait, mais voilà, et il se trouve que c'est pas mal ça qui m'intéresse. Donc si on revient 13 ans en arrière, toi tu es né dans le Doubs, tu me disais, où tu habites toujours. J'habite toujours à côté de ma ville natale de Pontarlier. D'accord. J'habite au bord du lac Saint-Point, dans un petit village qui s'appelle Les Grangettes. D'accord. Voilà, et en effet, j'y habite toujours. Je suis né là, je suis né à Pontarlier. Et Pontarlier, c'est le Haut-Doubs, c'est pareil que le Haut-Jura, c'est les montagnes du Jura. Donc il y a de la neige, il y a des skieurs, et il y a beaucoup plus quand même de skieurs de fond, de ski nordique, que de ski alpin, même s'il y en a. Et moi, je suis tombé grâce à ma famille, grâce à une ambiance de cette ville de Pontarlier. Je suis tombé dans l'univers du ski nordique et j'ai adoré ça tout de suite. Alors pas forcément tout de suite la compétition, enfin si, j'ai fait de la compétition très très jeune, tout petit, mais d'abord ce que j'aimais, c'était glisser et être avec des gens que j'aime bien. C'est vraiment ça qui me tenait, d'aller à l'entraînement, c'est d'être avec des copains, d'être dans cette appréhension de la glisse, comprendre comment ça marche. Et donc, c'est aller petit à petit, de découvrir les entraînements du club de ski, de découvrir que ça me plaisait, que j'étais plutôt parmi ceux qui étaient assez doués. Et vraiment, moi, je me suis pas réveillé très tôt, très jeune enfant, à dire je vais être champion. Ça a été vraiment une évolution pas lente, mais régulière. Une évolution où l'évolution au fil du temps. L'évolution de l'ambition s'est fait vraiment au fil du temps, de découvrir que j'aimais ça, que à la course du coin j'étais plutôt pas mal, de découvrir que en effet en m'entraînant j'arrivais à progresser, que j'avais une technique plutôt bonne, et de compétition en entraînement, etc. Et de se qualifier petit à petit pour les échelons supérieurs, les équipes régionales, les équipes nationales, et voilà. Donc c'est vraiment venu petit à petit l'envie de faire une carrière et d'aller chercher des résultats, des performances à très haut niveau. C'est vraiment venu progressivement, et le moment où je me suis dit que je voulais vraiment aller aux Jeux Olympiques et les gagner, c'est l'âge, je pense... Gagner les Jeux Olympiques, je pense que je me le suis dit à 20 ans, pas avant. D'accord. Et après, de faire une carrière et de m'engager à fond là-dedans, c'est un tout petit peu avant. Donc c'est quand même venu assez tardivement. Ouais. Bien sûr, j'étais à fond, hein, mais vraiment la décision de me dire c'est ça que je veux faire pendant la première partie de ma vie, c'est venu pas tout de suite. Et alors, si je reviens au tout début, on lit par exemple que tu as commencé à 3 ans. C'est pour le fun qu'on lit ça, ou à 3 ans tu montais sur des skis toutes les semaines J'ai su marcher, mais c'est comme plein d'enfants dans ma région et dans les régions montagneuses, hein, mais j'ai su marcher, et juste après j'avais des skis au pied, des skis de fond, et voilà, et mon père était président du club de ski local, mes frères étaient skieurs, j'ai 2 frères, un plus âgé, un plus jeune, mon frère aîné était skieur aussi, donc j'ai vraiment baigné là-dedans, et puis mais voilà, il y a rien de surprenant par rapport au lieu où je suis né, où j'ai vécu, que de commencer le ski aussi jeune. Après, voilà, j'ai tout de suite mordu à ça, mais comme à d'autres sports. Hein. J'ai fait beaucoup de skateboard dans mon enfance, j'ai fait un peu de foot, j'ai fait pas mal d'autres sports, mais le ski en fil rouge. Et donc du coup, oui, parce qu'on parle de ça, les frères, le père, donc t'avais quand même un environnement propice, j'imagine. Le fait que ton père soit
dans le sport et il t'a poussé ou c'est quelque chose que... Poussé, non, parce que quand j'avais vraiment pas envie, quand c'était trop difficile, parce qu'il y a des moments où, pour X raisons, il y a des jours sans, eh bien, il n'était pas à en rajouter, mais il m'a vraiment incité à faire du sport de manière globale, mais que ce soit mes parents, hein, mon père, ma maman, ou l'ambiance familiale, mais pas poussé au sens il faut absolument en faire et en faire beaucoup et réussir. Mais par contre, j'ai eu une ambiance familiale très favorable à répondre à mes envies d'aller à droite, d'aller à gauche, d'aller sur les pistes, d'aller à l'entraînement, de m'emmener en compétition, etc. Donc j'ai vraiment été soutenu, quoi. Et c'est quelque chose que tu regardes avec bienveillance en te retournant. Ça, évidemment, t'as pas eu l'impression d'être... on voit de temps en temps, je veux dire, certains reportages, certaines choses sur le côté... être un peu trop poussé ou quoi, ça aujourd'hui Non, moi j'ai eu beaucoup de chance dans ce sens-là parce qu'il y avait un équilibre. J'ai croisé dans ma vie des athlètes qui ont été poussés, voire trop poussés, avec des dégâts parfois. J'ai croisé des athlètes aussi qui avaient l'inverse, des familles indifférentes par rapport à leur passion sportive, et c'était pas facile à vivre non plus. Moi, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une ambiance et un accompagnement familial qui était très équilibré, quoi. D'accord. J'ai entendu il y a pas longtemps cette chanson de Eddie de Pretto qui s'appelle Kid, et il faut l'écouter. En tout cas, quand on est jeune parent, il faut écouter cette chanson. Jeune parent avec des athlètes ou l'envie de mettre ses enfants au sport, il faut écouter cette chanson qui est très dure, hein, mais qui montre que parfois le sur-investissement parental dans le sport, ça peut être compliqué. Mais moi, j'ai pas vécu ça du tout. D'accord. Et tout à l'heure, tu me dis que tu étais parmi les gens assez doués quand tu regardais un peu autour de toi. C'est quoi ta vision de ça? Est-ce que tu étais assez doué parce que tu crois que tu avais une sorte de, pas un don, mais quelque chose comme ça, ou c'était le travail, c'était le... Très personnellement, j'ai du mal à croire au don, mais il y a des gens évidemment qui ont, alors peut-être c'est plus facile d'être un bon basketteur quand tu fais 1m98 que quand tu fais 1m52, mais et il y a évidemment là-dessus, je pense que c'est pareil pour des choses de la natation, tu nages plus vite quand t'es plus grand souvent, enfin il y a pas mal de choses, mais j'ai l'impression que quand même dans beaucoup de choses, quand t'es à peu près situé comme les autres, si tu travailles beaucoup et bien, tu peux arriver à faire des choses incroyables. Ah, bien sûr, bien sûr. Après, moi, pour ce qui est de mon cas, je crois que tu m'as demandé de me présenter tout à l'heure. Ouais. De temps en temps, je le fais pas souvent parce que c'est un recul sur soi, mais je me vois vraiment comme un chanceux méritant. J'ai vraiment eu une chance de base sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et une chance de base sur le ski, j'ai toujours été assez doué techniquement. J'ai eu des aptitudes de proprioception, d'équilibre, de sensation qui étaient plutôt au-dessus de la moyenne. Après, ça veut pas dire que, en effet, j'ai pas travaillé. Au contraire, c'était un point fort que j'ai travaillé, énormément travaillé, et que j'ai renforcé grâce à, en effet, des heures et de l'analyse. Après, en effet, je pense que j'ai été à la fois bien outillé par un départ comme ça, avec des qualités, mais de toute façon, en effet, il ne faut pas se limiter à ça parce qu'on stagne. Donc, je crois que j'ai aussi beaucoup travaillé. Ouais. Mais quelque part, ça pourrait être le titre de ce podcast, chanceux méritant. Tu vois, parce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup, à part le gagnant du loto, et à la limite, il a le mérite d'avoir acheté son ticket, mais il a quand même fait quelque chose. Mais je veux dire, souvent, les chanceux dans les domaines du sport, de l'entrepreneuriat, même de l'art, sont des gens qui sont des bûcheurs, qui sont, enfin, il est très rare d'avoir un gros coup de chance alors il y a des petites, on a eu cet échange avec Pierre Valade ou avec différentes personnes, des petites choses qui font que des bons moments, des connexions, ouais. Mais non, mais moi je partage tout à fait ça, et c'est vrai que l'un entretient l'autre. Le fait d'avoir de la chance, ça nous donne de l'ardeur au travail. Le fait de travailler, généralement, enfin, la chance sourit aux audacieux, c'est pas par hasard ce genre de proverbe. C'est qu'en effet, quand on bosse, eh bien, on a peut-être une capacité à saisir des opportunités qui arrivent un peu par chance, etc. Donc c'est l'un entretient l'autre, je le pense. Et en tout cas, pour moi, ça a été le cas. Parce qu'en effet, quand je réfléchis aux conjonctions positives que j'ai croisées dans ma vie ou qui sont venues vers moi, il y en a eu pas mal, et même dans ma vie depuis l'arrêt de ma carrière. Et quand je réfléchis
à tout le travail que j'ai accompli, il y en avait aussi beaucoup. Donc vraiment, ça me guide beaucoup. Mais en effet, sur une finale de JO, je crois que ça s'est joué à rien. Bon, on l'a vu encore cette année sur tes successeurs, mais je crois aussi que ça a probablement dû se jouer à rien sur certaines de tes courses en ta défaveur. Bon, alors il faut que ce soit sur les bonnes, mais d'accord. Et alors, si on revient sur le biathlon, je te disais ça en préparant tout à l'heure, en parlant juste avant, mais je te disais que j'adore ce sport, que c'est vraiment... alors, moi, je vois des gens autour de moi qui me disent les JO d'hiver, mais il y a des gens que ça intéresse pas. Moi, j'adore ça. J'adore certaines disciplines. Comment ça s'appelle ces courses de ski à 4 là où tu descends en ski, en snowboard, tu vois. Les border cross. Les border cross, je trouve ça fantastique. Il y a 2-3 trucs que j'adore. Ouais. Mais je trouve que le biathlon, c'est vraiment chambé. Mais je me pose toujours cette question, pourquoi partir avec des skis de fond, pourquoi on le fait pas en ski alpin? On pourrait, pourquoi pas, descendre et puis s'arrêter et puis repartir, ou ce serait plus compliqué, ou en course à pied, en marathon, j'en sais rien, enfin. Et est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que c'est quoi l'origine de pourquoi? Parce qu'au final, certes, c'est quelque chose de très surprenant, mais au final, ça fait un sport fantastique. Ouais, c'est sûr. Qui permet aux athlètes de creuser la manière qu'ils doivent avoir de stabiliser une carabine après avoir parcouru des pistes en ski de fond. Mais non, au-delà de la boutade, c'est une origine militaire. Hein. Le biathlon a été inventé par des militaires norvégiens, russes. Ils se bataillent un peu la paternité des choses, mais parce que ils se déplaçaient en tant que soldats avec des skis dans des contrées enneigées. Donc, pour s'entraîner et être meilleurs soldats, ils se sont entraînés au tir, ils avaient des skis au pied, et donc ils ont inventé cette discipline du biathlon. Et moi, je trouve même d'un côté évolution du monde, je trouve c'est un beau pied de nez quelque part que d'avoir une origine militaire, c'est-à-dire avec un fusil, et qui s'est transformé en une discipline sportive avec une carabine. Un fusil, c'est pour faire mal, c'est pour tuer. Une carabine, c'est pour faire une compétition pacifique entre les peuples. Et donc, quelque part, c'est une belle évolution de se dire que de quelque chose d'assez agressif, on peut en faire quelque chose de fantastique, d'intéressant, et puis qui réunit les peuples au final. Hein. Avec donc, pour ceux qui ne sont pas complètement ultra fans, évidemment, c'est pas l'époque là, mais il y a quand même un côté qui est... vraiment de se dire, t'as ce côté sport de fond qui peut être vu. Alors, il y a des gens qui adorent ça, hein, le Tour de France, les étapes, se dire ça dure 2 heures, 3 heures, etc. Mais qui peuvent être vus comme un petit peu chiant. C'est pas mon cas, hein, mais moi, je trouve ça assez cool. Mais qui est pimenté par ces petites incartades où tu t'arrêtes allongé debout pour tirer tes 5 balles sur des cibles. Et si jamais tu les touches pas, t'as des tours de pénalité. Donc, du coup, évidemment... Quand t'arrives et tu vois plein de techniques différentes, il y a des gens qui arrivent, qui tirent directement, il y en a qui se posent, qui posent leur souffle. J'imagine que dans le tir aussi, pour ceux qui n'ont jamais tiré à la carabine, le souffle, c'est quelque chose de très important parce que ça fait bouger la carabine. Ouais, donc tu dois quand même poser pas mal de choses et avoir ta technique pour te dire je tire vite, je tire maintenant, j'attends, je prends mon temps. Toi, tu te positionnais un peu comment là-dessus? C'était quoi tes points forts, tes points faibles? Alors attends, même avant cette question, et je vais y revenir, comment t'es arrivé au biathlon? Comment tu passes du ski de fond, au biathlon? Eh bien, moi, donc, j'ai fait du ski de fond très très jeune, on l'a dit, section sport-études au lycée Xavier Marmier de Pontarlier. Et puis c'est là, alors bizarrement, je m'étais pas intéressé au biathlon avant ça. Donc au lycée, pas beaucoup. Donc 16-17 ans. Ouais, assez tardivement, bien sûr. Ouais. Alors j'étais déjà à fond en ski de fond. Hein. D'accord. Et là, je découvre, en intégrant la section sport-études, je découvre des biathlètes, puisque c'est une section qui partageait ces deux sports. Et tout simplement, en passant en entraînement de ski de fond à côté du pas de tir, j'ai dit tout fort, tiens, j'aimerais bien essayer. Et l'entraîneur de biathlon qui était là, Laurent Monnier, m'a dit... rendez-vous demain au pas de tir et c'était parti. Donc ça a été assez étrange de me dire qu'au JO d'Albertville, j'ai suivi à fond les skieurs de fond, Hervé Ballan, etc. Mais j'avais regardé du coin de l'œil le biathlon, pas tant que ça. Et puis quelques années après, je basculais dans le biathlon à fond parce que j'ai vraiment découvert ça assez tardivement en effet. Ouais. Et du coup, on va revenir à ma question d'avant, mais quand tu arrives en sport-études de ski de fond, tu te projettes dans quoi? En fait, c'est les JO, pas mal, un peu les championnats du monde, mais tu te dis pas je vais devenir
professionnel, si. Enfin, si on a un peu ça dans la tête, parce que, en tout cas, je vais être bref là-dessus, mais en France, dans les disciplines d'hiver, on a la chance d'avoir un soutien de la Fédération française de ski, comme les autres disciplines, mais aussi de certaines administrations comme l'armée et la douane, qui, pour permettre aux athlètes de ces disciplines eh bien, de s'engager à fond dans leur carrière, eh bien, proposent aux meilleurs athlètes des contrats, donc des contrats de douaniers ou des contrats de militaires. Ça a été mon cas. Moi, j'ai été pendant pas mal d'années militaire au sein de l'école militaire de haute montagne de Chamonix. Et ce soutien m'a permis d'avoir une couverture sociale, d'avoir à la base une rémunération et puis d'être libéré presque en permanence pour me dédier à fond à ma préparation sportive et aux compétitions. Et ça, donc on le sait quand on est jeune athlète dans ces disciplines, qu'il y a cette voie-là éventuellement pour s'engager à fond dans une carrière. Et moi, ça a été le cas. Après le lycée, donc cette fameuse section sport-études, j'ai découvert le biathlon. Pendant 2 années, je faisais les deux. Ski de fond et biathlon. Et puis au bout d'un moment, il a fallu choisir. Alors, j'étais 4e français en biathlon, 4e français en ski de fond. Donc ce qui m'a drivé, c'est pas les résultats, c'était surtout l'intérêt pour ce sport du biathlon. Découvrir le tir, découvrir ce qu'il faut mettre en place pour arriver à tirer en étant essoufflé. Donc c'est ça qui m'a attiré principalement, et aussi une super ambiance dans le biathlon. Et après, en effet, j'ai fait 3 années. Je suis allé jusqu'en licence STAPS à Besançon. D'accord. Et là, c'est le moment où vraiment je suis monté en puissance et j'ai réussi à me sélectionner pour le circuit international, les Coupes du Monde. D'accord. Au même moment, j'ai l'armée qui m'a proposé un contrat au sein de l'école militaire de Chamonix. Et c'est là que vraiment je me suis dit, je bascule à fond et je m'engage là-dedans pour aller aux Jeux et tenter de les gagner. Et alors, pourquoi faire un choix ? Il y a pas un champion olympique cette année qui a un peu réussi dans les deux ? Non, ça arrive ? Ou on est toujours biathlon ou ski de fond ? Au bout d'un moment, on est quand même obligé de choisir. Il y a quelques exemples, mais ils sont très rares, de biathlètes qui sont allés aussi gagner en ski de fond, mais c'est très rare. Et en effet, au bout d'un moment, il faut choisir sa discipline. Ouais. Parce que tu me dis, je suis fondeur, on dit, c'est ça, non ? Quand je fais du ski de fond, ouais. Je suis fondeur. Tirer à la carabine, c'est pas forcément facile. Mais quand je suis biathlète, est-ce que être fondeur uniquement, c'est très difficile ? Enfin, est-ce que du coup les fondeurs sont meilleurs en ski de fond que les biathlètes ? En moyenne, oui. Si on prend les 50 meilleurs fondeurs mondiaux, ils vont un peu plus vite que les 50 meilleurs biathlètes. D'accord. Parce qu'ils se préparent un peu différemment. Ils n'ont pas l'aspect du tir pour leur prendre du temps sur l'entraînement, etc. Ouais. Et puis pour différentes raisons. Mais concrètement, après, ce sont des sports c'est des cousins germains, bien sûr, très proches, mais avec des spécificités quand même assez différentes. On n'aborde pas, même mentalement, une course de biathlon, on l'aborde pas du tout pareil qu'une course de ski de fond. D'accord. Et du coup, tu as été militaire pendant un bout de temps. Oui. Et tu dis, il te libère presque totalement. Ça veut dire que tu avais quand même des obligations. Ouais, mais alors le presque, il est tout petit parce qu'en effet, la démarche, c'est d'accueillir des athlètes pour leur permettre de s'engager à fond dans leur carrière et d'intégrer l'équipe de France militaire de ski. Et les quelques obligations, ce sont des représentations. Donc c'est une vingtaine de jours dans l'année. D'accord. Ce qui permet sur tout le reste du temps de se préparer et d'aller faire les compétitions. D'accord. Donc tu peux pas forcément, enfin tu peux peut-être techniquement, mais t'es pas mobilisé en opération ou quoi que ce soit. Ça. C'est possible, mais ça n'arrive pas parce qu'on est des militaires sportifs. Bien sûr, on a une formation de base, mais très très basique. Mais après, dans d'autres sports, il y a en effet, je crois, la SNCF, la Poste, il y a pas mal de... Exactement, EDF qui a des contrats avec des kayakistes ou avec d'autres sports, avec le judo. Et l'armée est très présente sur le ski, pas que, dans d'autres disciplines aussi. Une forme de mécénat un petit peu. Ouais, c'est un soutien au développement sportif en France qui est très, très précieux. Et il y a la douane qui fait pareil. D'accord. Et du coup, quand tu arrives sur ton stand de tir, là, ton pas de tir, la première fois, avec Laurent Monnier, c'est quoi c'est quoi ta sensation, tu découvres un truc, tu te dis c'est génial, tu tombes amoureux du truc immédiatement. Ouais, je tombe amoureux du truc, même si pendant mes premières années ça a été assez compliqué parce que bizarrement, et c'est là que le côté méritant arrive, c'est que j'étais pas un ultra doué au niveau du tir, j'étais pas mauvais non plus, mais j'étais pas très doué. J'ai eu à comprendre que je devais canaliser un peu mon énergie. Il y avait pas mal de scepticisme autour de ma
capacité à progresser vraiment en tir. Il y a même un entraîneur national qui a perdu une vache. Il a parié une vache avec un autre entraîneur que je serais jamais un bon tireur. Et un jour où j'avais fait 20 sur 20 en Coupe du Monde et la même chose la veille, eh bien, cet entraîneur a avoué qu'il avait perdu sa vache. Mais tout ça pour dire que c'est vrai qu'à la base, j'étais pas très très doué, mais j'ai beaucoup travaillé parce que ça m'intéressait beaucoup. Ouais. Puis j'ai fait des rencontres très très précieuses en rencontrant Jean-Pierre Amat, champion olympique de tir spécial, qui m'a fait comprendre que c'est pas parce qu'on est dynamique qu'on peut pas bien tirer, c'est pas parce qu'on n'est pas un ultra calme qu'on ne peut pas bien tirer. Et il m'a donné la passion du tir, l'envie de devenir un des meilleurs tireurs au monde parce que c'est quelque chose de très très intéressant. Et là-dessus, il y a parce que tu dis ce pari sur les vaches, c'était un peu pas dans ton dos entre guillemets, mais c'était pas. Il y a des gens qui ont essayé de te dissuader à un moment, te dire. Pas de manière très directe et frontale, mais je sentais qu'il y avait un peu de scepticisme. Mais voilà, en tout cas, moi je croyais en moi, et puis j'avais envie de toute façon de me donner à fond là-dedans. Et puis les résultats sont venus quand même sans trop tarder, mais j'ai eu des hauts, des bas quand même. C'était pas très régulier sur le début de ma pratique du biathlon. Mais j'avais quand même chaque année, chaque saison au début de ma carrière, quelques résultats qui montraient que j'avais un potentiel. Et sur les deux, alors est-ce que c'est un seul sport, mais il y a quand même deux sports en un. Il y a quand même beaucoup de différences. Est-ce que alors un sport de fond généralement, plus tu pratiques, plus tu progresses. Enfin, tu n'arrives pas forcément champion du monde, hein, évidemment, mais je veux dire quand tu fais pas pendant 6 mois d'un sport de fond, tes résultats se sont effondrés quand même. Ouais. Est-ce que c'est la même chose sur le tir ? Ouais, c'est très méritoire. C'est très méritoire. Moi, j'ai toujours croisé les meilleurs tireurs dans la discipline du biathlon que j'ai croisé, Raphaël Poiré, Florence Bavrel, d'autres, ça a toujours été ceux qui ont passé le plus de temps avec leur carabine. Alors de manière intelligente, hein, pas travailler n'importe comment bien sûr, mais le volume de travail au tir, ça paye quand même énormément. Donc c'est aussi quelque chose qui est encourageant quand justement on se voit pas forcément le plus doué de la bande au départ. Et ça se perd du coup quand tu t'entraînes moins. Ça se perd surtout le tir à l'effort. Ouais. Le tir à l'effort, le tir au calme, au repos, c'est-à-dire sans avoir fait d'effort avant. On a des bases et ça revient très rapidement. Le tir à l'effort, là aujourd'hui, si je me mets devant une cible après avoir skié à fond, ça va être compliqué. Et justement, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport au biathlon ? Je reste amoureux de ce sport, mais j'ai eu besoin et envie de m'en détacher un peu pour découvrir d'autres choses, non pas par rejet de ça, mais par curiosité pour d'autres choses. Ouais. Et donc, je suis l'équipe, je suis en contact avec plein d'athlètes, parce que dans mes dernières années, c'était les premières années de ceux qui sont tout forts maintenant. Hein. J'ai fait 2 ans avec Martin Fourcade, 4 ou 5 ans avec Simon, son frère. Donc je connais encore plein de monde. Les entraîneurs qui sont là, qui sont encore là, c'est ceux qui étaient là à mon époque aussi. Donc j'ai plein de connexions, mais voilà, je suis pas officiellement impliqué, mais je les suis et je les côtoie. Et tu me disais, avant d'avoir une petite question sur Martin Fourcade justement et ta perception à l'époque, je peux te la poser maintenant. On voyait que vous voyez déjà qu'il avait un truc meilleur, ou c'est quelqu'un pareil que Si, on a rapidement vu qu'il avait un moteur incroyable, qu'il était très doué, mais pas à la première rencontre. Moi, la première rencontre avec Martin, c'est un entraîneur des filles actuellement, qui était jeune entraîneur, qui m'a dit, tu vois, lui, il a une caisse incroyable et c'est impressionnant, il souffle pas. Bon, j'exagère bien sûr. Et voilà. Et pendant les premiers stages et les premiers chronos qu'on a fait, il venait d'arriver dans le groupe. C'était un peu surprenant parce que il faisait des super résultats, mais à peine derrière par rapport à son âge, quoi. Et à chaque fois, il faisait un petit truc de travers, il tombait, il cassait un bâton, etc. Donc tout ça a gommé un petit peu l'effet de surprise parce que il était très bien placé, mais en ayant un petit peu raté les choses. Et juste après, quand même, il est rapidement arrivé à montrer qui il est, quoi. Et parce que toi, tu étais en plus impliqué. Alors, tu étais porte-drapeau, ça, je ne l'ai pas précisé, hein, en 2010, à Vancouver. Et donc là, il y avait son frère, lui, les deux, non ? Il y avait Simon et Martin, les deux. Ouais, ça a été l'année où Martin a décroché sa première médaille olympique. Il a dû être deuxième, médaille d'argent sur la
Mass Start, ouais. D'accord. Et c'est là qu'il a vraiment explosé, cette année-là. Ouais. Et du coup, c'est quoi la relation entre un champion olympique en titre? Alors toi, t'es pas sur du Mass Start, je crois, 2006. En poursuite, moi. En poursuite, c'est ça. Ouais. Et un petit junior là-dessus, vous aviez une relation spéciale ou avec tout le monde? Toi, j'imagine, en plus, étant porte-drapeau, non, pas plus. Ouais, moi j'étais un peu le grand frère parce qu'en effet, moi je me suis retrouvé un peu à la charnière entre deux générations et moi j'ai fait un peu le passage de relais parce que t'avais quel âge du coup? Il y a beaucoup. Moi j'ai arrêté à 33 ans. Ouais. Voilà, eux étaient très jeunes. Moi tout d'un coup, je me suis retrouvé l'ancien avec tous des jeunes qui arrivaient parce que les gars de ma génération étaient un petit peu plus âgés que moi, ceux qui étaient avec moi à Turin. Et puis ils ont pas mal arrêté en 2006, 2007, 2008. Donc 2008, 2009, 2010, j'étais un peu le passage de relais vers le petit vieux. Ouais, exactement. Et voilà, donc c'était d'essayer de donner des conseils, d'essayer de structurer un peu l'équipe quand ça partait en live lors des entraînements, parce que quand t'es jeune, parfois tu bouges un peu trop pendant les séances de tir, etc. Mais mon rôle, c'était un peu ça, un peu le guide sur les bases. Et porte-drapeau, une fois la cérémonie passée, je veux dire, tu as un rôle au-delà de ton équipe de biathlon, tu vois d'autres gens, on te sollicite sur des trucs ou c'est plus une représentation Il n'y a pas un rôle obligatoire, mais moi, ce qui m'a tenu à cœur, c'est justement de faire passer des messages un peu plus profonds que les messages habituels des athlètes qui parlent de leurs objectifs, de pourquoi ça s'est bien passé ou mal passé. Quand on est porte-drapeau, c'est ça qui est intéressant, c'est déjà d'emmener son équipe dans un événement comme les Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose d'assez fort, mais ce qui est intéressant de manière plus profonde, c'est de pouvoir enfin être questionné sur des questions de fond. C'est qu'est-ce que ça veut dire que de participer aux Jeux Olympiques ? Pourquoi et dans quel esprit on veut engager son équipe dans une compétition comme celle-là, de parler de triche, de parler de respect des règles à l'inverse. Et ça, c'est ce qui m'a intéressé dans le rôle de porte-drapeau, c'est de pouvoir passer des messages un peu plus état d'esprit que performance. Ok. Ouais, excuse mon engouement, je t'ai posé une question tout à l'heure pour te demander comment tu te positionnais justement par rapport aux deux sports, à peut-être ta manière de tirer, à tout ça, quel était... ça m'intéresse de voir un peu le côté, est-ce que tu es plutôt un réfléchi, posé, etc., un agressif, comment tu te positionnerais là-dessus, en tant que skieur, en tout cas, au moins déjà? Enfin, non, je suis plutôt quelqu'un qui est réfléchi, même si physiquement j'ai beaucoup d'impatience et je suis quelqu'un qui a la bougeotte, mais voilà, je suis quelqu'un quand même qui a été intéressé par le fait de construire sa carrière, de réfléchir à comment organiser l'entraînement. C'est ça qui m'a tenu dans ma carrière et qui m'a donné envie de faire une carrière de haut niveau. C'est la préparation sportive, c'est le fait de s'entraîner pour aller chercher des progrès puis des performances. C'est pas le fait d'aimer faire du ski ou d'aimer tirer à la carabine, c'est vraiment la stratégie de préparation sportive qui m'a plu, donc je suis plutôt de ce côté-là, quoi. Et peut-être parfois un peu trop, dans ma carrière, il y a des moments où j'aurais un peu dû lâcher le naturel et laisser aller le naturel un peu plus. À Turin, c'est là que j'ai gagné, c'est là où j'y suis allé avec le cœur et pas avec la tête. Et c'est même un des enseignements que je partage volontiers avec des jeunes athlètes de tout sport, c'est l'entraînement. C'est une histoire de tête et la compétition, c'est une histoire de cœur. Vraiment, entraîne-toi avec ta tête et concours avec le cœur. Et je suis plutôt, moi, du côté, en effet, un peu stratégie et cérébral. Ouais. C'est vrai que je crois que je vois ce que tu veux dire. Alors, j'ai jamais eu la chance j'ai la chance de m'entraîner, d'ailleurs, sur différents... Moi, je suis plutôt triathlon ou quelque chose comme ça, sur certains sports. Je vois ce que tu veux dire sur l'entraînement. Évidemment, j'ai jamais eu la chance d'avoir des résultats et c'est pas forcément ce que je cherche, quoique. Mais je vois que tu peux vite être assez pantouflard dans l'entraînement. Même si tu fais on va te dire, je vais faire 3 km de natation, on va dire oui, 3 km c'est beaucoup. Mais en fait, tu peux les faire tranquillement, tes 3 km, en fait. Et tu peux aussi te faire mal, quoi. Et tu peux te faire mal bêtement, tu peux te faire mal intelligemment, tu peux... Mais surtout aller chercher quelque chose, quoi. Le piège mais je pense que c'est valable dans d'autres domaines que dans le sport, mais le piège, c'est la routine. C'est en effet, j'ai fait mes 10 km, super. Non, qu'est-ce que tu as travaillé pendant ces 10 km Et c'est vraiment, je pense, la différence entre les
les bons et les très bons, c'est que l'entraînement, à un moment, on peut tous faire des heures et des heures et des heures d'entraînement. Après, c'est la qualité de ce travail qui compte et qui fait progresser ou pas. Et de se donner un objectif à chaque séance. Et j'ai pu croiser il y a quelques temps un des tout meilleurs Norvégiens, Johannes Bø. Quand je l'ai vu de loin s'entraîner sur le pas de tir de Lillehammer, il avait un truc de plus que les autres. Il était certes sur le même pas de tir, il faisait des tirs, il enchaînait des tirs, mais on voyait qu'il travaillait quelque chose de précis pendant cette séance-là. C'est pas qu'il était là et tirait sur des cibles, il travaillait quelque chose de précis. Et c'est la qualité de quelqu'un comme Martin Fourcade d'avoir un entraînement qui est pas forcément le plus volumineux, mais avec une grosse qualité. Et ça, faut quand même être bien accompagné. Je veux dire, il faut que tes coachs t'apprennes ça, parce que tu vois, moi, ce qui m'impressionne toujours, justement, je reviens sur la natation, mais c'est de voir Philippe Lucas, je crois, qui quand on le voit entraîner, un peu bourrin, un peu à dire à ses nageurs, leur gueuler dessus, etc. Et on a l'impression, et c'est probablement qu'une impression, d'ailleurs, faudrait que je réussisse à l'avoir sur ce podcast, mais que vraiment, il y a que du volume quasiment. Alors que bon, lui, il a une stratégie derrière, mais on a l'impression qu'il leur explique pas forcément, ou qu'il y a ce côté un peu bon. Et finalement, quand tu comprends pourquoi, comment, il y a quand même cet effort individuel, presque intellectuel dans le sport qui te permet d'aller au-delà, non ? Oui, je pense que voilà, c'est ce que je disais. Le volume, à un moment, c'est facile à faire. Après, d'aller chercher un objectif et de réfléchir comment le travailler, comment progresser dans tel geste technique, dans telle puissance musculaire, c'est pas de répéter maintes et maintes fois le même geste qui va faire la différence. Donc après, en effet, je pense que le rôle de l'entraîneur est clé, c'est justement de proposer des choses construites, des choses qui ont un objectif de séance, un objectif de résultat, une progression régulière, de tempérer les ardeurs de certains athlètes à certains moments. Et alors, si je te demande la différence, tu m'as dit, entre un bon et un très bon, et si je te demande la différence entre un très bon et un très très bon. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu... alors, est-ce que c'est parce que... Est-ce que déjà, il y a des moments où... toi, quand tu arrives à un certain niveau, en national, en régional, en international, comment tu l'as vécu ? Mais est-ce qu'il y a des gens qui se mettent un peu, qui se disent psychologiquement, qui se mettent derrière toi ? Parce qu'ils pensent que t'es meilleur, et donc du coup il y a quand même un ascendant psychologique qui est fort. Parce que il y a des tels drames dans le biathlon, je veux dire, c'est pas que le tir où qu'on voit toutes ces choses tous les ans, toutes les échéances olympiques où ça se joue à une demi-seconde. Je peux pas croire que le mec qui est derrière, il pouvait pas faire une demi-seconde de mieux, tu vois. Ah non, tout à fait. Et ça, c'est très perturbant, justement. Quand on gagne une course aussi importante que les Jeux Olympiques et que ça se joue à pas grand-chose, c'est très perturbant. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'étiquette et de l'image que ça projette pour toute une vie d'être champion olympique. Ouais. Et de se dire, à l'inverse, que ça tient à finalement pas grand-chose, ou en tout cas, à pas grand-chose près, eh ben, t'étais deuxième. Eh bien, c'est assez perturbant. C'est justement ça qui permet de relativiser que si j'avais fait deuxième, je serais peut-être pas non plus complètement un homme complètement différent. Pour autant, socialement, ce serait assez différent. Parce que tu es arrivé vraiment juste devant, c'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai failli tomber juste avant. Donc, si je ne m'étais pas mieux relevé, eh ben, je finissais deuxième. Et c'est vrai que l'histoire derrière, elle est un peu différente. Mais pour la question, c'était... entre un très bon et un très très bon. Ouais, la confiance. Enfin, moi, je pense que ce que j'ai constaté, c'est... les grands champions, les tout grands, mais les légendes, moi j'en fais pas partie, hein, mais les légendes, les gens qui marquent leur sport, ce sont des gens qui ont une confiance, pas aveugle, mais une confiance profonde en eux. Et on parle parfois d'excès de confiance, mais moi j'en ai rarement vu. J'ai rarement vu d'athlètes qui se ratent par excès de confiance. À l'inverse, des athlètes qui croient pas en eux, ou qui se disent, qui se mettent des barrières mentales, morales, psychologique, il y en a beaucoup, et après c'est compliqué parce que la confiance, ça se décrète pas non plus, ça se construit, mais force est de constater que les tout grands, les légendes, ils ont quelque chose où de manière instinctive, ils ont foi en eux-mêmes. Ouais. Et il y a probablement aussi dans cette construction, tu parlais de chance, hein, mais il y a probablement un peu de chance dans tout ça, c'est-à-dire
le capital que tu gagnes. Alors au moment où on enregistre le podcast, il y en a qui l'écouteront plus tard, mais on est en préparation, toute fin de préparation avant le mondial de foot. Et on voit que si tu gagnes un match, si tu fais un match nul, si on parle de la confiance que va engranger l'équipe, tu peux passer à côté d'un capital confiance que tu gagnes à 3 petites choses près, quoi, en fait. Hein. Donc, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, d'arriver quand ça se passe pas très bien, à ne pas trop remettre en cause, parce que la remise en cause permanente, c'est pas bon. Régulière, oui, mais pas permanente. Parce que forcément, il y a des moments où ça se passe moins bien, même pour les tout grands. Et voilà. Et c'est vrai que je crois que c'est un fil rouge de se dire que il n'y a pas de meilleure façon de préparer un événement que de faire des bons événements avant. Il n'y a pas de meilleure façon de gagner une course que d'avoir gagné d'autres courses, parce qu'on valide des choses et on se montre à soi-même que ça fonctionne. Et c'est là où vous êtes dans un sport super dur, parce que quand même cette confiance, elle a plein de niveaux. C'est-à-dire que tu arrives à des JO, tu dois être en pleine confiance, tu fais ta première course, etc. Puis tu arrives dans ta dernière poursuite pour toi en 2006 à Turin. Et puis, si tu foires complètement ton premier tir, je veux dire, il faut aussi être... Alors, ce qui n'était pas ton cas, je crois que tu as bien réussi, toi. Ouais, ça s'est bien enchaîné dès le début. Ouais. Mais si tu foires complètement, il y a des mecs qui arrivent des femmes qui arrivent à revenir pleinement dans le truc. Et il y en a qui dégringole assez rapidement. Donc la confiance, elle vient à plein de niveaux, quoi. Sur des micro-événements comme sur des macro-trucs, quoi. Elle vient à plein de niveaux, et c'est pour ça que le biathlon, c'est un sport d'adaptation où on doit en permanence, du début à la fin de la course, s'adapter à ce qui se passe. C'est pour ça que la préparation mentale, et moi ça a été un gros cap en 2005, de travailler avec une préparatrice mentale, ce que je ne faisais pas avant, et de travailler sur de l'adaptation en fait mentale à ce qui se passe dans la course, parce que on peut en effet bien débuter, on peut mal débuter, on peut débuter un peu dans le mou, et donc les scénarios différents de courses peuvent être très variés. Néanmoins, il va falloir réagir et s'adapter pour soit continuer à bien fonctionner si c'est un bon début, soit se rattraper si le début est moyen, etc. Et c'est vraiment un sport d'adaptation. Ça, c'était un truc que tu as commencé 1 an avant le titre, donc. Ouais, alors en tout cas de manière structurée, avec une personne que j'ai contactée et qui est devenue ma préparatrice mentale. J'ai commencé un peu moins d'1 an avant le titre. Et ça a été vraiment un déclencheur, parce que juste l'année d'avant, moi je l'ai dit, mais ça a été une évolution de l'ambition au fil du temps, mais aussi ça a été une évolution assez progressive en termes de résultats. Parce que avant de gagner ma première course, j'ai fait 13 fois 4e. 13 fois 4e en Coupe du Monde. Et après, tu te présentes, ça me fait marrer parce que tu te présentes comme un chanceux méritant. Mais je veux dire, tu vois, c'est toujours drôle parce que c'est vraiment le propre des gens que je vois ici. Mais pardon à tout le monde, je me marre, mais c'est très spontané. Mais tu vois, ce truc, je fais 13 fois 4e, on a l'impression de voir ces histoires de Roosevelt, je crois, ou de tous ces gens qui échouent. Je veux dire, il y a un moment, il faut quand même une forme d'abnégation. Bien sûr, non, mais je pense que j'ai beaucoup arraché travaillé. Pour y arriver. T'y es arrivé tard. Enfin, je veux dire... moi, c'est ça que je trouve hyper beau. Mais chaque année, j'ai eu des bons signes, des quelques courses qui s'étaient quand même bien passées. Mais c'est ta manière de voir les choses. Il y a des gens qui verraient ces trucs et se diraient putain, je suis encore 4e. Toi, tu vois les bons signes. Exactement. On me l'a dit beaucoup, parce que 13 fois 4e, soit au championnat du monde, soit en Coupe du Monde. On m'a souvent parlé de la médaille en chocolat, la plus mauvaise place. Et moi, j'ai toujours répondu que 4e, c'est plus près du podium que 5e. Et je le voyais toujours comme ça. Je préfère être 4e que 5e parce que je suis plus près de l'objectif. Je suis plus près de la gagne. Et je pense que c'est un peu ce qui m'a permis de progresser, parce que j'ai vu le côté à moitié plein du verre que le côté à moitié vide. Et après avoir fait ces 13 fois 4e, je me suis dit, il y a quand même un petit blocage, il y a quand même un petit problème. Et je me suis dit que je voulais travailler mentalement là-dessus. Alors j'ai pris du temps pour trouver la bonne personne. Et la bonne personne, c'est quelqu'un qui s'appelle Stéphanie Bosetto, qui est la sœur de Mathieu Bosetto, qui a été champion en snowboard. Et entre guillemets, on s'est lancé ensemble parce qu'elle débutait dans la préparation mentale. Et c'est ce qui m'a plu, parce qu'elle n'avait pas d'idée toute faite. Elle ne s'est pas présentée à moi comme un gourou qui allait faire de moi de manière instantanée un champion olympique. Au contraire, elle m'a proposé de travailler ensemble et de monter une technique de préparation mentale qui me conviendrait. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'était une technique de préparation mentale vraiment basée sur ce que je disais, l'adaptation, la visualisation, la sophrologie, ce genre de choses, mais vraiment pour
savoir s'adapter, adapter ses pensées, sa motivation dans une course, quelle que soit la manière dont la course se passe. Et c'est marrant parce qu'il faut aussi une certaine humilité, comme un grand chef d'entreprise, ou voilà, de se dire il faut que je me fasse accompagner à un moment, d'accepter un peu son truc et de se dire là-dessus je peux être meilleur, je dis ça parce que récemment je proposais autour de moi, je disais que je voulais peut-être me faire coacher sur quelque chose et une réponse d'un de mes proches m'a été mais c'est toi qui vas coacher ou c'est toi qui vas être coaché, et son approche c'était de dire enfin je vois pas, sans prétention aucune, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je vois pas en quoi tu pourrais être coaché. Moi je voyais très bien en quoi je pouvais être coaché, mais peut-être que tu dois aussi à un moment, comme tu le disais, avoir cette confiance et un certain nombre de choses que tu mets en avant, où tu te dis mais tu montres pas forcément ça, mais il y a des choses où tu dis si quelqu'un me questionnait, m'accompagnait là-dessus, peut-être que je pourrais être meilleur là-dessus, mieux m'organiser. Moi j'ai évidemment comme tout le monde d'énormes progrès à faire sur plein de choses, d'énormes failles, et donc pour toi ce déclic, je sais pas comment tu l'as pressenti. Est-ce que c'était en préparation des JO? Ouais, et puis c'est en faisant 2 pas de recul sur les quelques années qui venaient de s'écouler, où je stagnais un peu. C'était pas mal. Je faisais ces résultats. C'est quand même plutôt pas mal d'être dans les meilleurs mondiaux, dans les 10 régulièrement, mais ça me suffisait pas. Et de faire un peu un pas de recul là-dessus, d'analyser ça, je me suis dit, il y a forcément un blocage quelque part. Et le blocage, il n'était pas technique, il n'était pas physique, il était forcément quelque part dans la tête. Et je pense que c'est clé de se dire à un moment, alors je crois que le podcast s'appelle Do It Yourself, mais pour le coup, c'est un peu hors sujet quand on parle d'athlètes. Il n'y a aucun athlète qui peut se faire entièrement tout seul. Attention, ouais. je suis complètement d'accord avec toi, et je suis génération do it yourself, c'est juste qu'il y a un moment, il faut se lancer soi-même. Non, mais bien sûr. Je ne crois absolument pas à l'entreprise et aux personnes, soyons clairs, et je pense que plus on avance dans ce podcast et les gens qui nous écoutent, je ne crois pas que les gens, on puisse pas se faire tout seul. Je crois qu'il y a toujours une grosse équipe derrière soi dans une entreprise, dans un succès. C'est impossible toutes les personnes, tout le monde, que ce soit Zizou ou n'importe qui, il y a un moment où des gens ont des talents, mais souvent l'un des grands talents de ces gens-là, c'est de savoir bien s'entourer, c'est de voir le meilleur talent. C'est ça, de s'entourer, de se faire accompagner, que ça soit par des gens qui ont ce qui vous manque en termes de motivation, ou ce qui peut vous apporter de plus, quoi, parce que forcément, même les tout meilleurs, ils continuent à progresser, c'est même pour ça qu'ils sont tout meilleurs. Et sur ces 13 fois où tu finis 4e, est-ce que tu dirais qu'il y a peut-être qu'une ou 2 fois où tu t'es peut-être positionné 4e, enfin où t'as pas... Est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu un blocage, où tu t'es dit... j'entends ça sur... encore une fois, genre moi j'ai beaucoup lu sur les nageurs, mais des types qui restaient... qui n'arrivaient pas à aller chercher le podium ou en tout cas la première place parce que il s'était mis une barrière mentale. C'est clairement ça. Il y avait une barrière mentale de stress qui arrivait quand apparemment le podium était apporté, quand la victoire était apportée. Et c'était pas un stress positif, c'était un stress un peu paralysant. Parce que sans dire que c'était la panique. Non, honnêtement, je ne saurais pas répondre à la question de manière précise, mais en tout cas, il se passait quelque chose où je sortais de mes référentiels, où je voulais inventer des choses pour aller chercher encore plus, où je forçais la nature de ce que je savais faire. Et voilà, et en effet, ouais. Parmi cette préparation mentale, et après on va passer à autre chose, mais je pourrais passer 1 heure, mais j'adore ça. Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu des déclics, je sais pas, j'ai entendu parler aussi de moments où on va te dire, quand tu te mets telle musique avant telle course, ou quand tu fais... Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça qu'on fait où tu te dis, ça a un peu changé, ou c'est vraiment un travail total pendant 1 an et demi et tu peux pas voir de petits points Ouais, c'est plutôt un travail global et total. Après, c'est vrai qu'il y a un petit cérémonial qu'on avait préparé la veille de course où je passais 15 minutes. Alors 15 minutes, c'est quand j'étais en forme. Quand je me sentais moins, je faisais un peu moins long. Mais 15 minutes avec ma carabine
et à quelque part me donner un peu des ordres à moi-même, des injonctions pour le lendemain, sachant que c'était pas des choses très précises parce qu'encore une fois, on peut pas deviner comment ça va se passer le lendemain, mais c'était des états d'esprit à avoir, des ressources à aller chercher dans telle et telle situation. Et ça, ce petit moment, ce petit cérémonial de la veille de course, ça a été vraiment clé et c'est même quelque chose qui me porte maintenant après le sport. D'accord. Et pour venir très vite sur tes 3 succès olympiques, donc 2 médailles de bronze en équipe. Par équipe en relais. En relais. Donc c'est pas mixte, c'était pas mixte, si? Non, c'était encore pas un relais mixte. Ouais. Le relais mixte est apparu à Sochi pour les Jeux Olympiques, donc en 2014. Et moi, donc les médailles de bronze que j'ai eues en 2002 et en 2006, c'était en relais masculin à 4. Et tu as eu les 2 médailles de bronze avant la médaille d'or ou la deuxième était après? Non, j'ai eu donc la première médaille de bronze en 2002, Salt Lake City. Ensuite, j'ai gagné la poursuite à Turin. Et sur la fin de ces Jeux de Turin, on a été médaillé de bronze. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu un gros stress le lendemain de mon titre olympique de me dire « Waouh, il faut pas que je plante le relais ». Parce qu'il se trouve qu'un an avant, au pré-olympique, sur le même site à Turin, à San Sicario, au-dessus de Turin, eh bien, j'avais pas complètement planté, mais je m'étais un peu troué sur le relais homme de pré-olympique et j'ai un peu ce souvenir qui est revenu et donc ça m'a mis un bon stress, mais j'ai réussi à le préparer et puis ça s'est super bien passé. J'ai fait un super relais à Turin, donc c'était bien. Et là-dessus, entre les deux, justement, ton coach intervient ou c'est vraiment toi qui prend Ouais, si on parle beaucoup avec le coach, même si je pense que j'aurais pu et dû parler encore plus avec certains de mes coachs pour partager plus de choses, moins garder de choses à l'intérieur, que ce soit du positif ou du plus difficile. Mais on parle beaucoup, on a besoin même techniquement de faire des choix sur le matériel, on a besoin de décider de la composition de l'équipe. Et donc, sur la première médaille de bronze, quand tu l'obtiens, donc là, tu as 27 ans, c'est ça? De 31, ouais. Ça, ouais. Et c'est quoi l'état d'esprit quand t'es hyper heureux, tu te dis fais chier, j'ai une médaille de bronze. Ah ouais, je crois que mes pleurs dans l'aire d'arrivée ont déclenché les pleurs de mes potes de l'équipe parce que je sais pas, le fait de me voir la larme à l'œil, même si c'était pas énorme, mais ça les a émus, mais parce que je touchais du doigt cette médaille, même si on voulait aller la chercher. On était champion du monde un an avant, donc on n'était pas non plus sorti de nulle part, mais c'était loin d'être fait et on a réussi à le faire. Et c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez intense de découvrir le monde olympique du côté médaille. C'était assez fort. D'accord. Et après, tu te dis, j'ai faim et je vais aller m'en chercher une en or, quoi. Après, ça a été vraiment le moment. En fait, j'ai un peu grillé une étape quand même, parce que je le disais tout à l'heure, j'étais un peu structuré et stratégique dans ma carrière, un peu trop. Mais après cette médaille de bronze à Salt Lake City, je me suis dit, il faut que je me prépare pour être médaillé en individuel à Turin et champion olympique à Vancouver. Je voulais faire ces étapes. Au final, j'ai été directement champion olympique à Turin 4 ans après, donc j'ai un peu grillé une étape, c'est ça que je veux dire. Mais je m'en plains pas forcément et ça a été le plan. Après Salt Lake City, c'était la médaille et la médaille d'or. Et du coup, si je prends la vision inverse et que je vais à Vancouver, tu te disais que tu allais gagner une médaille d'or, tu y es parti pour ça ou... Alors, je partais pour ça. Mais j'avais quand même, Vancouver, je me suis planté au niveau sportif. J'étais mauvais. J'ai joué un peu de malchance et en plus j'étais pas au top. Mais j'y allais justement pour tenter de renouveler un titre olympique. C'est vrai que j'étais depuis 2 ans dans des saisons un peu plus compliquées où j'ai eu du mal avec différents choix de matériel, avec ma préparation. J'étais devenu papa et j'ai eu du mal à trouver mes marques entre la hargne du sportif et puis l'ouverture et la douceur du papa. Mais donc Vancouver était fantastique au niveau émotion, au niveau intérêt pour le côté porte-drapeau, mais a été plus difficile au niveau sportif. Et tu réussis à revenir quand même en te disant j'ai kiffé, c'était bien? Ou tu reviens déçu? Non, je reviens très déçu, fier de la manière dont j'ai assumé les choses, mais très déçu. Mais a posteriori, c'est bien, c'est une belle expérience de vie. Une carrière, elle est même plus riche quand on a des très hauts et des très bas ou des difficultés. Et moi, j'ai vécu les deux, donc j'ai beaucoup appris quand même.
Et alors, avant d'arriver justement sur ta décision d'arrêter, tu parlais de ton frère qui était pro aussi, hein? Non, il n'était pas pro, il était skieur, mais pas pro. Non. Ok, et du coup, c'est quoi la vision de ta famille, ton père, ton frère, enfin ceux qu'on en fait beaucoup, etc. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de fierté. Comment est-ce que vous êtes toujours resté très proche sur tout ça, ou c'est au bout d'un moment qu'on devient très fort, ou je sais pas, on s'éloigne parce que c'est... Non, on s'éloigne physiquement parce qu'on est absent 7 mois de l'année, même si mes frères et mes parents venaient voir de temps en temps des compétitions, je les retrouvais de temps en temps, mais très absents de la maison, etc. Mais par contre, très, très au fait qu'ils suivaient ça de près, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'espoir, beaucoup d'empathie quand c'était plus difficile. Donc moi, j'ai une famille qui était à bonne distance de tout ça, et j'ai eu vraiment beaucoup de chance dans l'accompagnement que ça m'a donné, à la fois pour me lancer, pour réussir, pour comprendre quand c'était le moment d'arrêter aussi. Et ces 7 mois de l'année, c'est quand même c'est long, c'est dur. Enfin, tu voyages beaucoup. Il y a combien de compètes au niveau mondial? Il y a 9 étapes de Coupe du Monde. Une étape, c'est une semaine avec 3 courses à peu près. Donc sur l'ensemble de l'hiver, il y a à peu près 9 étapes de Coupe du Monde, plus un championnat du monde ou les Jeux Olympiques, donc ça fait beaucoup. Et puis on est dans une discipline où on se déplace beaucoup en stage à l'étranger pour aller chercher différents types de neige, différents types de profils, différentes altitudes d'entraînement. Donc c'est vrai que c'est un des sports où on est très très absent et longtemps de la maison, comme d'autres sports, hein, mais ça fait partie des sports où on est tout cumulé, ça fait à peu près 7 mois loin de la maison, et c'est ça le plus gros sacrifice entre guillemets, ou en tout cas la plus grande dévotion, c'est d'être loin des siens aussi longtemps. Et du coup, pour arriver sur justement quand tu décides d'arrêter, année après année quand même, ces 7 mois, tu te rembarques dans un truc où tu te dis, quand tu finis, par exemple, champion olympique à Turin avant d'aller à Vancouver, tu te dis, j'imagine c'est des alors, triennales, quadriennales, où tu te dis, je me réengage, tu repars pas après Turin en te disant, je vais faire 1 ou 2 ans pour voir. Non, tu repars après Turin, tu sais que tu vas avant. 4 ans. Voilà. Le plan, c'était ça, même si quand même, j'ai vu quand même rapidement que ça changeait énormément de choses que d'être champion olympique, à la fois en moi, parce que j'avais réussi quelque part un peu le top de ce que j'espérais, et puis ça changeait beaucoup de choses au niveau social, quoi. Mais c'est vrai que au printemps 2006, quand j'étais justement en train de me dire comment je vais pouvoir vivre quelque chose d'aussi intense, parce que je viens de le faire, en plus le scénario de la course était assez haletant, donc au niveau émotion, il y avait le résultat, mais la manière dont c'est arrivé. Et j'étais un peu désemparé de me dire comment je vais pouvoir vivre quelque chose d'aussi intense ou vouloir aller chercher ça. Puis en fait, lors d'un footing, je me suis dit, ça tient qu'à moi. Il faut que j'aille chercher à nouveau du progrès pour être à nouveau en capacité de vivre des émotions pareilles. Bon, finalement, j'ai pas réussi à rééditer les choses, mais ça a été une super aventure que de continuer 4 ans, et avec des hauts et des bas. Et du coup, alors après, entre ces tunnels de 7 mois, l'été, évidemment, tu t'éclates pas la panse à bouffer, boire et machin. C'est quand même, t'as une rigueur de ouf aussi. Ouais, bien sûr. Enfin, déjà, moi, c'était pas contre nature d'être assez rigoureux, de faire attention à ce que je mange et à ce que je fais. Mais en plus, c'est nécessaire. On peut pas. Enfin, ce serait complètement contradictoire que de s'entraîner comme un fou et de tout gâcher la nuit ou en mangeant mal. Ouais. Et du coup, l'été, tu fais du ski sur ces trucs à roulettes, là Ouais, beaucoup de ski à roulettes, beaucoup de courses à pied, mais le gros de l'entraînement, c'est en ski à roulettes. D'accord. Un peu en ski sur glacier, mais de moins en moins. En fait, on s'aperçoit que le ski à roulettes marche bien quand même s'il n'y a pas le toucher de neige, c'est quand même un geste très, très similaire et très proche, donc on peut bien s'entraîner. Et ça nous permet de faire le tir en même temps. Donc le gros de l'entraînement du biathlète, c'est du ski à roulettes, c'est de la course à pied, de la musculation vraiment spécifique, et puis du tir, bien sûr. Après, il y a tout le foncier avec du vélo et de la natation de temps en temps pour certains. Et l'alimentaire, c'est quoi ? C'est simple. C'est pas d'excès, c'est quelque chose de très équilibré, mais c'est surtout très simple. Alors, il y a des athlètes qui essaient de compliquer un peu les choses, d'aller chercher de la micronutrition, etc. Et c'est bien, mais moi j'ai remarqué que la meilleure alimentation, en tout cas celle qui convient bien aux athlètes, c'est des choses assez simples,
qui ne bannit pas un petit excès de temps en temps. Enfin voilà, quand on est athlète, on peut boire une bière de temps en temps, mais c'est pas deux, c'est une, etc. Mais des choses simples et équilibrées, avec bien sûr tout ce qui est la base des sports d'endurance et de puissance, c'est beaucoup de féculents, beaucoup de protéines, ce genre de choses. D'accord. Et tu tiens la forme aujourd'hui, mais il n'y a pas un moment où, parce que je te vois, c'est presque la première remarque que je me suis faite en t'ouvrant dans les bureaux tout à l'heure, mais il n'y a pas un moment où t'as grossi, non? Non, très peu. Enfin, j'ai perdu un peu de muscle. Ouais, voilà, non, ça se joue pas beaucoup. Ouais. J'ai perdu un peu de muscle des jambes, bien sûr, mais voilà, après, je suis complètement dans une attitude sportive différente, mais je continue à faire du sport régulièrement. D'accord. Et donc après tout ça, tu savais que tu arrêterais après Vancouver? Je me doutais que ce serait le moment d'arrêter et que j'aurais envie d'arrêter, mais je ne l'avais pas décidé. Je l'ai décidé après les Jeux. Mais tu aurais pu te rembarquer sur une ambition olympique après Vancouver en termes d'âge et de... En termes d'âge, oui, parce que d'autres l'ont fait avec des réussites, mais par contre, pour mon cas personnel, non, parce que j'avais épuisé ma motivation à faire ça toute l'année, j'avais beaucoup de curiosité pour d'autres domaines, d'autres choses, et c'était vraiment le bon moment pour moi de passer à autre chose, et je suis vraiment content d'avoir pris cette décision après les Jeux de Vancouver. Ouais. Et du coup, il se passe quoi dans la tête d'un... Voilà, comme tu disais, tu as eu des succès, des échecs, beaucoup de choses au pied du podium, tu atteins des choses, tu vas à Vancouver, tu reviens, tu te dis j'arrête, c'est quand même un nouveau saut dans le vide, quoi. Il y a un moment où tu as quand même passé ta vie avec des efforts surhumains pour faire un certain nombre de choses, et tu sais où tu t'embarques, direct ou... Non, pas direct, mais en tout cas, ma femme m'a beaucoup aidé à réaliser que c'était le bon moment pour arrêter, notamment en ayant une pensée mais toute simple, mais encore faut-il l'avoir, c'est de me dire il faut pas que j'arrête, il faut pas que j'attende de ne plus aimer le biathlon pour arrêter, parce que le biathlon j'aimerais toujours, faire du sport je l'aimerais toujours, donc il fallait pas attendre ça, c'était le côté compétition sportive qu'il fallait juger, et ça j'en avais fait le tour, et donc c'était le moment d'arrêter. Et non, par rapport à se lancer vers autre chose, j'avais beaucoup de curiosité vers deux grands domaines. C'était deux grandes idées qui étaient assez floues, mais que j'avais quand même. C'était de garder un pied dans le sport, mais le sport au sens large, pas forcément le sport de compétition, et puis de me tourner vers quelque chose de plus altruiste, parce que être sportif de haut niveau, c'est être très égocentré, c'est penser à soi, et c'est nécessaire pour réussir, et c'est fantastique, c'est une belle école de soi, le sport de haut niveau. Mais voilà, c'est un peu limitant parce qu'on n'a pas forcément le regard tourné vers les autres. Et donc, dans cette reconversion, le fait de vouloir faire autre chose, j'avais cette idée de garder un pied dans le sport, et puis de me tourner vers un côté altruiste, faire quelque chose pour les autres, ou en tout cas vers les autres. Et ça a été les deux grandes lignes directrices pour penser ma reconversion. Et c'est là que ça s'est concrétisé pour le côté sportif avec ce que j'ai pu faire avec le Comité international olympique, c'est-à-dire collaborer, découvrir ce milieu du CIO, du Comité international olympique, travailler dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse. D'accord. Donc le sport, mais le sport un peu différemment quand même, pas que la compétition, le côté éducatif, le côté culture de cet événement des Jeux olympiques de la jeunesse. Et puis du côté l'altruisme, c'est ça qui m'a amené à la Fondation Somfy. Je connaissais Somfy parce que c'était mon partenaire, mon sponsor. D'accord. Et en parlant d'altruisme, Somfy m'a parlé de la fondation qui existait mais qui tâtonnait un peu. Et c'est là qu'on m'a proposé de m'en occuper. Et comment et pourquoi Somfy est sponsor d'un biathlète? Ouais. Somfy est devenu sponsor du biathlon français. D'accord. Et de certains athlètes en 2004. Ouais. D'abord avec des contacts avec Raphaël Poiré, qui était le grand champion de l'époque, et quelqu'un qui a fait avancer le biathlon et le biathlon français. Et c'est vrai, Somfy, c'est une entreprise qui conçoit, qui fabrique et qui commercialise des motorisations dans le domaine de la maison. Donc en effet, rien à voir avec le sport en termes d'activité économique, mais voilà, Somfy, c'est né dans la vallée de l'Arve, à Cluses. C'est une entreprise qui a des valeurs proches des valeurs du biathlon, qui a voulu aussi soutenir des biathlètes et la Fédération française de ski.
Et à ce titre-là, eh bien, il y a un partenariat entre Somfy et les équipes de France de biathlon depuis de nombreuses années. Et moi, j'ai fait partie j'ai été un des premiers athlètes soutenus par Somfy. C'est comme ça qu'on s'est connus, qu'on s'est parlé de sponsors à athlètes, mais aussi d'hommes à entreprise ou d'hommes à hommes et à femmes dans l'entreprise. Et en se connaissant, en faisant des choses ensemble, eh bien, on a partagé sur cette idée d'altruisme et ça se concrétisait avec la fondation d'entreprise, ça se concrétisait avec ma volonté et c'est là qu'on s'est rencontrés sur ce projet. C'est des belles manières, je trouve, de sponsoriser et d'approcher. J'apprécie et moi je suis finalement très ravi qu'on parle de Somfy comme ça dans cet instant presque promo, mais justement c'est un bon retour de leur investissement parce que accompagner des gens sur le long terme et que ça leur revienne comme ça aussi des années après, je trouve que c'est aussi assez méritant de se dire, plutôt que d'investir massivement dans de la pub en sponsorisant un sportif sur une marque de montre ou je sais pas quoi et en le passant sur des quatrièmes de couve et des pages de pub en télé, je trouve que c'est aussi bien de faire de l'investissement de fond comme ça. Ça correspond bien aussi au sport que tu fais. Et du coup, on va revenir sur ce que tu fais aujourd'hui avec la fondation Somfy que tu diriges. Et avec, tu me disais donc les petits, je vais dire les petites pierres, voilà. Ouais. Et comment t'es arrivé là-dessus? Juste avant, il y a pas un moment où tu te dis je vais être entraîneur, enfin je sais pas, ça semble tu vois. On me l'a proposé, je l'ai bien sûr pensé, mais tout de suite je l'ai plutôt évacué, non pas que je trouve que c'est pas bien, mais en tout cas moi j'avais besoin et envie de découvrir d'autres choses. Okay. Et être entraîneur, c'est quand même d'être dans le même microcosme, dans le même milieu avec quand même les mêmes considérations. Et t'as pas envie d'y revenir de temps en temps? C'est un truc que tu as fait une croix dessus définitive, tu dis je crois qu'il faut jamais dire jamais, mais en tout cas pour les années à venir, c'est pas dans ma motivation, non. Il y a l'équipe tchèque qui m'en a parlé en 2011, qui viennent de m'en reparler, mais c'est pas le sujet pour moi. Et très bien. Non, j'ai d'autres questions, mais je voudrais que tu me dises ce que tu fais aujourd'hui, parce que par rapport à ça, très vite, tes enfants, par exemple, tu les entraînes un peu à ça. Enfin, tu vas faire t'as un père. Alors, ton aîné, il a quel âge? Il a 11 ans. Donc t'as un père champion du monde, champion du monde et champion olympique. Tu dois quand même ça doit te titiller. Ils en font un peu Ils font du sport, ils font beaucoup de sport. Déjà, ils aiment ça instinctivement. Moi, je les encourage à en faire parce que j'ai trouvé que j'étais chanceux d'être dans cet univers-là. Ils font du ski, mais ils font aussi du judo. Ils font plein de choses. Voilà, moi, j'essaie d'être disponible pour les répondre à leurs demandes, à leurs envies. S'ils veulent faire du sport, tant mieux. S'ils veulent pas en faire, c'est pas un souci. Mais en tout cas, voilà, j'essaie d'être. Ils tirent présent. Un peu quand même. Non, enfin oui, mais pas tant que ça. Et moi, c'est vrai que s'ils peuvent choisir un autre sport que le biathlon, c'est vrai que ça m'arrangerait, dans le sens où je trouve ça difficile de partir en étant enfant et d'avoir comme référence le papa qui a été champion olympique. Ouais. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est vrai que ça s'est bien passé quand même pour moi. Et la barre est haute, entre guillemets. Et la barre sociale qui sera la leur, c'est de faire aussi bien ou de voir s'ils font aussi bien que le papa. Ouais. Et statistiquement, les statistiques sont plutôt contre eux parce que forcément, on n'a pas forcément toutes les clés d'aller toujours être champion olympique. Donc c'est compliqué. Maintenant, c'est pas simple d'être positionné de manière très claire sur comment accompagner ses enfants, que ce soit champion ou pas. Hein, et moi, je les aide à faire ce qu'ils ont envie. Beaucoup de recul, c'est marrant, c'est intéressant. Le recul que tu as pris par rapport à tout ça. En tout cas. J'essaie, là je l'explique mal, mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que forcément, il faut qu'ils aient leur vie. Ouais. Il faut que moi, je sois là pour les aider à faire leur vie. Et c'est dans ça que ça doit aller. Et quand je dis que tu as beaucoup de recul, non, je pense que ça se comprend bien. Et ce que tu dis fait beaucoup de sens. Mais tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le sport comme ailleurs qui, en fait, suivent le chemin tout tracé de devenir entraîneur et puis d'inciter leurs enfants à faire le même sport qu'eux. C'est de rester dans le sérail, c'est cette reproduction, c'est un peu naturel peut-être. Il y a un moment où, quand tu prends ce recul, en effet, je trouve ça intéressant. Donc, c'est intéressant de voir ton approche sur tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien?
C'est quoi être directeur de la fondation Somfy, par exemple? Oui, je m'occupe donc de cette fondation qui a pour thématique la lutte contre le mal logement. Donc concrètement, c'est une fondation d'entreprise qui apporte du soutien aux associations qui aident les personnes mal logées. Alors être mal logé, ça peut être non logé, les personnes qui sont à la rue, personnes qui ont un accident de vie, qui ont des difficultés qui les amènent à ne plus avoir de maison, ne plus avoir d'appartement et qui se retrouvent dans la rue et qui ont besoin d'être hébergés, d'être mis à l'abri. Donc ça, c'est une typologie de personnes qui se retrouvent en difficulté de logement. Et puis il y a aussi des personnes qui sont logées mais mal, qui sont dans des passoires énergétiques, qui sont dans des logements insalubres. Et la vocation de la fondation Somfy, c'est ça, c'est d'aider les associations qui viennent au secours des personnes qui sont à la rue, qui sont non logées ou qui sont mal logées. Et ça avec une stratégie de mécène, c'est-à-dire apporter du financement mais aussi de l'aide logistique aux associations en France et dans 10 pays pour les aider à mener à bien leur action au quotidien auprès de ces personnes qui ont besoin d'être aidées. Alors si tu me permets de reformuler avec mes mots pour voir si j'ai bien compris, l'idée c'est que c'est donc une fondation, elle est indépendante, c'est financé par Somfy, uniquement par Somfy? Ou il y a d'autres personnes? Alors, pour ce qui est de la fondation Somfy, oui, le fondateur est l'entreprise Somfy. Et à ce titre-là, l'entreprise dédie des moyens chaque année aux actions de sa fondation, qui est une structure juridique indépendante, déposée en préfecture. Pour être une fondation d'entreprise, on s'engage auprès de la préfecture sur une durée d'action minimum et un budget minimum et des moyens minimums qui sont alloués à la fondation. Ils sont publics, c'est budget moyen, c'est public ou... Oui, c'est public. On a un engagement minimum de 350 000 € annuels. D'accord. Mais l'engagement global, chaque année, on essaie de faire plus grâce à des moyens qui sont apportés par l'entreprise. Et ça, c'est pour ce qui est de la fondation Somfy. Et on a créé aussi cette démarche Les Petites Pierres, qui, elle, est beaucoup plus participative. Et là, on a... Les Petites Pierres, c'est une plateforme de crowdfunding dédiée à des projets de lutte contre le mal logement. Comme Ulule ou KissKissBankBank. Voilà, mais on fait ça vraiment sur le mal logement. D'accord. Et avec un principe qui est simple mais qui fonctionne bien, c'est que les internautes font des dons pour soutenir des projets qui leur parlent. Et les dons sont doublés par des entreprises qui croient dans cette cause de la lutte contre le mal logement et qui veulent s'engager. D'accord. Donc les Petites Pierres, c'est ça, une plateforme de crowdfunding solidaire pour des projets locaux de lutte contre le mal logement. Et c'est ce qu'on développe de plus en plus avec d'autres mécènes. C'est pour ça que j'en viens là, parce que ta question était est-ce que c'est partenarial, est-ce qu'il y a d'autres structures? Et avec les Petites Pierres, on accueille aussi d'autres entreprises. Ça peut être là du coup des PME, des petites entreprises qui se disent je vais faire ça, je vais financer un ou deux projets avec des montants beaucoup plus raisonnables. C'est ça. L'idée, c'est d'accueillir des grandes entreprises qui nous rejoignent, mais aussi des PME et des TPE qui apportent leurs moyens, leur bienveillance et leur aide auprès de projets très locaux qui sont dans leur ville, dans la même rue qu'eux parfois. Avec, je le rappelle, j'imagine, pour tous ceux qui participent, que ce soit des particuliers ou des entreprises, ce qu'il faut toujours rappeler, des incidences fiscales, j'imagine. Oui, c'est ça, bien sûr. Tous les dons, que ce soit issus des particuliers ou des entreprises, sont défiscalisables. Alors, pour ce qui est des particuliers, nous, on est sur une thématique d'aide à la grande précarité. Donc, c'est 75% de déduction du don. D'accord. Et puis, pour les entreprises, c'est 60%. D'accord. Donc, les Petites Pierres, on cherche sur Google ou .org, et ça sur les réseaux sociaux. Je le mettrai évidemment sur les notes. La plateforme lespetitespierres.org. L'idée, c'est de proposer à toute personne qui souhaite aider des personnes en difficulté de logement, de faire un geste et de faire un don. Et donc vous financez aujourd'hui des assos, mais vous n'êtes pas dans les projets directement. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas une asso qui, elle, c'est très bien, je ne sais pas du tout, c'est plus pour comprendre comment ça fonctionne. Non, on n'est pas porteur de projet, on n'est pas acteur de terrain. L'expertise, ce sont les associations qui les ont. Nous, on a mis en place différents programmes en tant que mécène pour aider ces associations à trouver des fonds et des moyens. Et alors, quand je suis particulier, j'ai compris comment je pouvais, ou même entreprise, participer à tout ça.
quand je suis une asso et que je voudrais éventuellement trouver un moyen d'être financé, faut t'approcher toi, faut approcher la Fondation Somfy. Oui, les Petites Pierres, donc contact@lespetitespierres.org. Et puis là, en effet, on vérifie l'éligibilité des porteurs de projets associatifs. Il faut être dans le domaine de l'aide aux personnes mal logées. Et après, on a tout un accompagnement digital, parce qu'une campagne de crowdfunding, je pense que tu connais tout ça, il suffit pas de poster le projet sur la plateforme pour que ça marche. Ce serait trop beau, ouais. Il faut bien sûr un projet transparent, humain, et après, il faut toute une stratégie digitale, d'appel aux dons, de promotion. Et donc, les Petites Pierres aident les associations grâce à un accompagnement pour faire un bel appel aux dons. Et un bel appel aux dons, c'est un appel aux dons qui fonctionne. Ouais. Alors vient forcément mes questions fatidiques, mais comment est-ce que tu peux utiliser cette expérience, cette force, peut-être cette assurance sur certaines choses, même si tu n'as pas l'air très non plus complètement ni prétentieux, ni au contraire, hein, je crois que... Mais comment tu peux capitaliser sur ton passé pour être meilleur dans ce que tu fais aujourd'hui ? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu réfléchis ? Ouais, alors c'est plus instinctif que stratégique, mais c'est vrai que ce que j'ai appris et ce que j'ai vécu dans le sport, ça m'aide au quotidien. Je vais pas faire les passerelles tarte à la crème entre le sport et l'entreprise, mais il y a quand même plein de choses. De pas s'affoler quand forcément les résultats sont pas là tout de suite, de savoir travailler en équipe, de savoir mener un projet personnel, mais d'embarquer des gens à ses côtés et de bien s'entourer, ce genre de choses. Après, bien sûr qu'il y a tout ce qui touche à la motivation personnelle et de comment je m'organise. Je m'organisais pour m'entraîner, là je m'organise pour travailler. J'essaie de mettre, mais c'est assez instinctif, de mettre en application les grandes lignes de ce qui m'a permis de performer dans le sport. J'essaie de mettre ça en application dans ce que je fais maintenant avec la fondation. Et tu progresses, tu le sens encore ? Enfin, tu arrives à... Oui, bien sûr. Et j'ai découvert plein de choses. Moi, la curiosité que j'avais en 2010, c'était justement d'aller vers des univers que je connaissais peu ou mal. Et donc, j'ai découvert plein de choses qui m'ont fait progresser. J'ai découvert le monde du travail dans une grande entreprise. J'ai découvert le monde de lancer une plateforme digitale, numérique, de découvrir comment le marketing digital peut aider des projets de solidarité, ce genre de choses. Et donc, je progresse tous les jours et j'apprends des choses tous les jours. C'est d'ailleurs ce qui me motive parce que de rester dans le biathlon que je connaissais pas par cœur, on ne connaît jamais par cœur un domaine, ça évolue, mais quand même, j'avais quand même fait le tour de pas mal de choses. Ça aurait été compliqué pour moi de rester là-dedans. Et il n'y a pas un manque, je pourrais dire un côté un peu chiant, ou en tout cas, je veux dire, avant, tu vivais dans un process où tu avais des échéances, tu savais pourquoi. Je veux dire, toi, peut-être que ton parcours aujourd'hui est comblé de petites victoires. Mais t'as pas ce championnat du monde, ce JO, ce machin. On l'a parce qu'on se le donne. Ouais. Là, on arrive bientôt aux 2 millions d'euros collectés avec la plateforme. Ça va être une échéance. Et c'est une échéance qu'on va chercher. Avant ça, il y a eu le 1 million d'euros collectés. Il y a eu les 100 premières associations aidées. Là, on est à 168 projets, je crois, aujourd'hui. Donc, ce sont des challenges différents. Mais ce sont des challenges qui me drivent presque tout autant que ce que j'avais quand j'étais athlète et que je courais pour moi seul. Là, c'est même encore plus prenant quelque part parce que aider 160 projets, c'est pas pour moi, c'est pour les gens qui sont aidés par ces associations. Et on a le challenge de mobiliser 5 grosses fondations autour de ce projet des Petites Pierres. On en est à 3. Il y en a encore 2 autres à aller convaincre et à coordonner. Donc des challenges, j'en ai au quotidien et on se les crée en fait. Et donc, ton idée, c'est vraiment d'essayer d'emmener ça vraiment super loin aussi. Tu as peut-être des milestones, des choses que tu te fixes à l'avenir. Ah oui, on a lancé les Petites Pierres en 2013. Ça fait bientôt 5 ans. On a eu une bonne progression. On sait qu'on a un potentiel incroyable. On sait que quand
quand l'humain est là, la générosité s'exprime. Quand les projets sont beaux et sont bien présentés et sont utiles socialement, eh bien, les gens sont prêts à faire preuve de générosité. Et on sait qu'avec les petites pierres, on a un potentiel incroyable. C'est pour ça qu'on veut vraiment maintenant l'ouvrir et ne pas la limiter à la seule capacité de la Fondation Somfy et de la proposer à une multitude de partenaires, d'interventions pour vraiment aller soutenir une multitude de projets. Et dans les projections, c'est d'être à plusieurs millions d'euros chaque année pour des projets de solidarité très locales. Est-ce que tu peux juste, alors du coup, pour qu'on matérialise un projet, nous en donner un qui t'a tenu à cœur? Je sais qu'il y en a plein et forcément, enfin, tu vois, c'est difficile d'en sortir un, mais juste qu'on se dise, tiens, qu'est-ce que tu as financé de super beau Ouais. Alors, ce sont des projets très locaux qui aident des personnes à être mieux logés. Donc c'est très varié au final, hein, mais ça va être parfois équipé un centre d'hébergement d'urgence qui a besoin de lits supplémentaires pour que les personnes accueillies soient hébergées un peu plus correctement, un peu plus décemment. Donc un projet qui m'a particulièrement marqué, il y en a beaucoup, mais la Pierre Blanche, c'est une péniche qui sert de centre d'accueil pour personnes réfugiées politiques. Et il y a quelques temps, on a réussi à financer 35 lits pour cette péniche de la Pierre Blanche à Conflans-Sainte-Honorine. Et grâce à la mobilisation de l'association, à l'aide des petites pierres, à une multitude de donateurs et à l'abondement des entreprises, on a pu financer concrètement 35 lits qui servent à en ce moment, ce sont des réfugiés tibétains qui sont accueillis, mais plus tard, ce sera d'autres personnes qui seront accueillies. Et on est vraiment sur les petites pierres, c'est des gens qui aident des gens. On est vraiment sur ça. Ce sont des internautes qui aident des associations. Ce sont des associations qui aident des personnes en difficulté. On voit que quand ça va mieux, les personnes en difficulté, elles reviennent dans l'association pour participer à la soupe du soir, à participer à l'entraide. Et c'est un projet qui est profondément humain et qui se sert de la force du digital pour aller chercher de la solidarité. Donc c'est pour ça que c'est assez passionnant. C'est cool de voir chez toi, évidemment vous êtes des personnes totalement différentes, vous connaissez probablement pas, mais Laurence Fischer qui retransforme aussi son expérience sur des choses, et on sent une passion incroyable sur un sens aussi que tu cherches à donner à ta deuxième carrière, enfin si je peux parler de carrière, et du coup aujourd'hui elle s'articule comment ta vie? Tu habites donc au milieu de nulle part, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. C'est un village qui s'appelle, tu m'as dit Les Grangettes. Les Grangettes, il y a combien de personnes aux Grangettes? Il y a 160, je crois, habitants, donc c'est tout petit. Et ma vie, elle s'articule entre vie de famille, bien sûr, parce que c'est quand même un fil rouge pour moi, mais aussi beaucoup d'investissements au sein de la Fondation Somfy. Donc on a des bureaux au sein de l'entreprise et on est vraiment très connecté à l'entreprise pour en tirer tous les bénéfices et apporter aussi notre contribution à l'entreprise. Mais donc concrètement, je suis beaucoup à Cluses, en Haute-Savoie, où j'ai mon bureau et où l'équipe de la Fondation et des Petites Pierres est située. Beaucoup de déplacements sur Paris parce que beaucoup de choses se font ici et beaucoup d'associations qu'on aide sont sur Paris. Beaucoup de prestataires aussi pour ce qu'on fait se situent sur Paris. Un peu de déplacement parce que dans le cadre de la Fondation, on a un programme international dans 11 pays, donc ça demande un peu de se déplacer. Et puis en parallèle, j'en ai pas parlé, mais pendant 4 ans, entre 2011 et 2015, j'ai eu aussi des activités avec le comité olympique, où je me suis engagé dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse. D'ailleurs, le comité olympique, c'est vraiment la structure qui, avec Somfy, m'a aidé dans ma reconversion aussi. D'accord. Et donc, je continue à avoir des missions très ponctuelles avec le domaine du sport, même si c'est de plus en plus rare parce que le temps manque, et puis les projets de la Fondation et des Petites Pierres me motivent et me captent. D'accord. Et du coup, alors Cluses, c'est loin de chez toi? Tu sais, c'est un long commute? C'est 2 heures, voire un peu plus. C'est pour ça que je fais beaucoup de voitures, beaucoup de podcasts. C'est grâce à ma voiture que j'ai connu ton podcast et qu'on se parle aujourd'hui. Mais non, c'est une vie un peu compliquée au niveau mais tu le fais tous les jours et logistique. Non, je m'organise. Tu bosses de chez toi? En bossant un peu de chez moi. On a du télétravail au sein de l'entreprise. Je dors un peu, voire très souvent à l'hôtel aussi. Mais voilà, c'est une situation qui peut paraître compliquée et complexe, elle l'est, mais au final ça me permet d'avoir quand même un équilibre, d'avoir un métier qui me passionne et voilà, en tout cas c'est la situation actuelle.
Et alors, quelle est la place aujourd'hui du sport dans ta vie ? Alors complètement une place différente de ce que je vivais avant. Je n'ai plus d'envie de m'entraîner. L'entraînement c'est fait. Maintenant, le fait de profiter du sport, bien sûr de temps en temps, je me donne un petit challenge. Je m'inscris à un trail, mais jamais très long, mais des montées verticales, des choses un peu intenses que j'aime bien. Mais de manière complètement différente, je vis le sport familialement, je fais du ski avec mes enfants, avec ma femme, avec des amis, mais vraiment, j'en ai besoin de fond, d'alpin, snowboard, très varié. Je redécouvre le skateboard avec un de mes fils, voilà, et donc j'ai besoin de faire du sport, mais pas de m'entraîner. L'entraînement c'est fini, maintenant je fais du sport. Mais pour faire un trail, tu t'entraînes quand même. Non mais un peu, voilà. Ouais. Là j'ai une course la semaine prochaine. Ça fait 3 semaines que je me fais un petit programme d'entraînement. C'est là où on demande le petit programme d'entraînement, c'est quoi? Alors je cours 5 fois par semaine. Non, pas 5 fois, mais ouais, c'est 4 séances, mais c'est sur des petites périodes où je me donne un petit objectif et ça me fait plaisir de revenir un petit peu dans ces séances d'intensité, d'intervalle, etc. D'accord. Ça reste quand même un truc une soupape dont tu as besoin quand même. Dont j'ai besoin régulièrement, mais de manière de plus en plus occasionnelle. Quand même. D'accord. Des petites choses, je sais pas, des sas de décompression, la lecture des voyages, une organisation d'agenda, il y a des petits tips aujourd'hui qui changent ta vie. Ouais. Alors des voyages en famille, ça on en fait énormément chaque année. Ouais. Voilà, on a visité le Vietnam pendant 1 mois l'année dernière en famille. Enfin voilà, les voyages et à la fois par envie et par un peu côté éducatif. Je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment envie d'offrir à nos enfants, l'ouverture d'esprit que les voyages permettent. Et tout ce qui va avec, l'anglais, le fait de dédramatiser l'étranger, etc., ou de s'intéresser à l'étranger. Donc ça, c'est une volonté d'avoir beaucoup de voyages et d'en faire beaucoup. Voilà, le besoin aussi de ce qu'on disait, de faire du sport. La lecture, non, peu, mais beaucoup par contre de petites lectures digitales, de podcasts, d'écoute de podcasts, beaucoup de TEDx, ce genre de choses. À la fois pour m'enrichir de ce que je peux entendre et découvrir, à la fois parce que tout simplement j'aime ça et j'ai un peu de temps justement dans la voiture. Ok. Et hygiène de vie, tu t'accordes de temps en temps de boire 2 bières ou tu restes toujours... Oui, bien sûr, mais voilà, je pense que j'ai pas beaucoup à forcer ma nature pour être raisonnable. D'accord. Et puis, c'est vrai que quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai eu un jour la pensée de me dire « Ah, cool, je vais pouvoir relâcher un peu l'exigence autour de l'hygiène de vie, etc. » Et puis, quelques jours après, je me suis dit « Mais alors là, ce serait complètement stupide parce que c'est une des richesses de ma carrière, c'est d'avoir appris à prendre soin de moi. » Et après, voilà, je me suis dit, il faut tout sauf laisser ça de côté. Et finalement, je m'aperçois que, voilà, c'est ce que je disais, c'est pas une grosse démarche. C'est assez naturel que de manger bien, d'être assez sain dans son hygiène de vie, même si le sommeil manque un peu parfois par l'activité professionnelle. D'accord. Ouais, parce que le sommeil, en revanche, sur l'activité sportive, c'était quelque chose d'important, j'imagine, non ? Ouais, c'est très important et c'est une des clés d'un entraînement réussi. Ouais. Quelque chose que j'ai découvert récemment, moi, le sommeil. Mais c'est, je pense, intéressant. On trouvera un spécialiste du sommeil. Écoute, Vincent, j'ai passé un super moment. Si tu as des choses à ajouter, c'est open bar, mais je crois qu'on a bien échangé. Non, c'était intéressant. Merci beaucoup. Moi, je partage bien volontiers ce que j'ai fait et ce que je fais maintenant. Ouais. Et voilà, je suis dans un petit moment de ma vie là où je suis dans le art. En fait, j'ai un petit projet de vie personnel qui n'a rien d'ambitieux au niveau de la planète et des hommes, mais moi, c'est mon petit projet que j'appelle SABA, S-A-B-A, et le premier S, c'est le sport, c'est ce que j'ai fait en début de vie. Ensuite, le premier A, c'est l'aide, c'est pour partie ce que je fais actuellement, être dans le domaine de l'aide aux autres. Et puis après, il y a le B du business et le A de l'art. Et j'ai envie dans ma vie d'avoir bouclé un petit peu ce projet SABA qui aura parcouru du sport, de l'aide, du business et de l'art. Donc on verra ce que ça devient, le côté business et le côté art, sans prétention, mais c'est mon petit chemin à moi. Mais j'ai l'impression que le sans prétention, c'est quelque chose qui te caractérise bien et pourtant tu réussis bien les choses. Donc je suis vraiment ravi, Vincent, d'avoir eu la chance de passer cette heure avec toi que tu as bien entamée, sur laquelle j'ai vraiment
bouleversé, peut-être exagéré, mais c'est assez drôle cette intro où tu nous racontes cette approche d'être champion olympique et la perception que tu as presque enfin un peu plus de 10 ans après. Ouais. C'est vraiment très touchant. Donc je te remercie d'avoir retweeté ce podcast il y a quelques mois parce que ça nous a permis de faire ça. C'est comme ça qu'on s'est connus. Exactement. En effet. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est enrichissant d'avoir ce genre d'apport grâce au podcast, grâce au TEDx, grâce à des recherches qu'on peut faire. Ce serait dommage de ne pas utiliser la technologie pour nous apporter ces ouvertures d'esprit, cette grandeur de certaines personnes qui peuvent nous faire progresser. Et moi, je suis souvent assez attiré par les gens qui me semblent pouvoir m'apporter des choses. Et je crois que la démarche des podcasts, c'est de mettre à disposition en tout cas des histoires ou des partages. Et c'est bien volontiers que je l'ai fait. Et c'est ce qui nous a permis d'être en relation. Eh ben, je suis ravi. Bon, bah écoute, je te remercie. À tous ceux qui sont encore là et qui nous écoutent, je leur propose de bien suivre, noter et partager ce podcast. Je le rappelle souvent, mais la note, c'est important, 5 sur 5, parce que 4 sur 5, c'est considéré comme une mauvaise note. Et puis le suivre, c'est bien. Lespetitespierres.org, c'est là où vous pouvez vraiment avoir un point d'action qui peut aider Vincent aujourd'hui, je crois. Exactement. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez particulier ou que vous soyez une asso, faites des choses là-dessus avec Vincent. À bientôt, Vincent. Merci Mathieu, à bientôt. Ouais, salut tout le monde. Merci. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.